Écoutez, les 32, nous allons commencer. Nous avons les 2 minutes d'arrivée sont passées. Donc, bienvenue pour ce dernier webinaire de l'année qui va permettre de vous présenter notre dernière fiche méthodologique sur la cybersécurité appliquée aux objets connectés. Nous aurons trois intervenants, donc deux membres infranum, deux représentants qui vont nous présenter la partie méthodologique avec Olivier Bacati, directeur exécutif Digital Solutions Artelia, et Alexandre Riguel, responsable ICS Orange Cyberdéfense. Et un retour d'expérience, Pierre Brice, responsable stratégie numérique et sécurité du SI Montpellier Méditerranée Métropole. Ce webinaire, comme pour les autres webinaires, nous fonctionnons avec un mode présentation sur la première demi-heure. Nous vous encourageons à poser toutes vos questions, à noter vos remarques, vos réactions au fur et à mesure dans le fil de messagerie. Et nous aurons en fin de présentation un temps de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure, cela nous sera utile. Donc avant d'entrer directement dans le vif du sujet, on va vous présenter, on va vous remettre un peu le contexte de création de ces fiches avec Audrey Morel. Audrey Morel, coprésidente de la commission Smart Territoire chez Infranum. Je vérifie que nous t'entendons bien. Bonjour à tous, merci Agnès. Un peu spécial aujourd'hui parce que... Oui, vous m'entendez? Oui. Très bien, parfaitement. C'est bon? Okay. Oui. Mais bonjour à tous, merci Agnès. Effectivement, c'est un webinaire un peu spécial aujourd'hui. Alors déjà, comme vous le voyez, c'est le dernier webinaire de toute une série de thématiques techniques sur lesquelles on a eu l'occasion d'échanger avec des retours croisés d'industriels et de collectivités. Et toutes les fiches, donc du coup, sont disponibles sur le site internet d'Afranum, comme l'a dit Agnès. Webinaire aussi particulier parce que c'est le dernier mission, en tout cas, la protection des données, la protection des réseaux, et aussi une thématique juridique qu'Afranum traitera en 2025, plus globale, qui a trait à la transposition de la directive NIS 2. Et avant de laisser la parole aux intervenants, je voudrais remercier plus particulièrement Pierre Brice, puisque du coup, il a doublement mobilisé son temps cette année pour Infranum, puisqu'il était déjà intervenu à Capayoti à Montpellier au mois d'octobre, avec une présentation qui avait en tout cas attiré l'attention de toutes les personnes présentes, et que je remercie du coup d'intervenir à nouveau aujourd'hui. Merci. Merci Audrey. Alors, pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, donc effectivement, c'était une série de travaux que nous avions initiés en 2023. Et les objectifs de ce groupe de travail, c'était de faire un état des lieux en profitant de la diversité des métiers, des membres d'Infranum, la diversité de leurs angles de vue. Et donc, l'idée, c'était vraiment faire un état des lieux, des risques, des modes d'attaque possibles, des recommandations mises en œuvre dans le sujet de la cybersécurité appliquée à l'Internet des objets. Et la méthodologie, ça a été vraiment de décomposer la chaîne d'architecture et de se poser ces trois modalités sur chacun des éléments de la chaîne. Une fois que ce travail a été réalisé, ce qu'on s'est vraiment posé comme question, c'est reprendre cette fameuse question: qu'est-ce que ça change par rapport à un projet numérique classique? Donc, ce que nous allons vous présenter, c'est une synthèse de cette fiche. Vous la retrouverez en mode détaillé sur notre site internet. Et donc, je vais laisser la main à Olivier Bacati pour démarrer la première étape de cette fiche sur le quoi, de quoi on parle, quels sont les risques réellement. Très bien, bonjour, j'espère que tout le monde m'entend. Donc, je vous remercie de participer à ce webinaire. Donc, la question, quels sont les risques réellement sur ces objets connectés dans les territoires connectés durables et durables? En fait, l'enjeu principal, c'est la donnée. En fait, la donnée, dans l'IT, dans tous les systèmes maintenant, c'est vraiment le nouvel or noir. C'est ce qui donne de la valeur. Pourquoi? Parce que dans le cas qui nous concerne, cette donnée, elle va servir pour les collectivités à communiquer. Sur des places, par exemple, de stationnement libre dans le centre-ville, ou dans la quantité des matières plastiques recyclées. Donc, c'est vraiment une communication. Cette donnée, elle va avoir cette valeur-là. Et puis, cette donnée aussi, elle va servir à prendre une décision, à arbitrer des choix. Si on parle d'éclairage public, on va pouvoir optimiser la consommation énergétique de l'éclairage public en
en gérant les extinctions et l'allumage des feux. Si on parle de feux, les feux tricolores. Sur les feux tricolores, on pourra les gérer à distance c'est ce qui se fait déjà, mais pour améliorer le trafic ou pour prioriser certaines circulations de véhicules prioritaires. Donc, ce qu'on s'aperçoit, c'est que l'enjeu, le risque, c'est autour de cette donnée. Et cette donnée, on s'aperçoit que la donnée, elle a un certain niveau de sensibilité et on peut avoir tout type de données. On peut avoir des données sensibles et là, le risque, il est quoi sur la donnée sensible? Le risque sur une donnée sensible, c'est du vol. On va voler cette donnée sensible, le but étant derrière du chantage, de la rançon. L'autre problématique sur une donnée par exemple, moins sensible, c'est on va altérer cette donnée, on va la supprimer. Donc là, on est vraiment dans une action d'une action mining, par exemple. Et puis là, on est sur cette donnée-là, elle est produite par quoi? Par ces fameux objets connectés qui, eux, vont envoyer cette donnée dans tout un système. Donc là, le risque pour un objet connecté, c'est quoi? C'est de perturber son fonctionnement. Donc tout simplement, on va essayer de le mettre hors d'usage. La donnée, donc on imagine maintenant que l'objet connecté est toujours fonctionnel, il va renvoyer cette donnée à tout un système d'information géré par la communauté. Là, ça peut être très bien à la collectivité, ça peut très bien être sur le site de la collectivité, ça peut être dans un cloud externe, ça peut être dans un data center, mais en tout cas, il y a toute une chaîne de systèmes qui vont, eux aussi, être source de risque. Et en particulier, c'est le point qu'on a marqué ici, la partie logicielle. La faille, c'est très souvent sur la partie logicielle parce qu'on a toute une problématique de gestion d'accès, donc de droit, d'authentification. Qui se connecte au logiciel? L'erreur peut être humaine. Et puis après, quels sont les droits d'accès dans le logiciel? Et là aussi, le but étant de perturber le service ou d'usurper des identités pour avoir accès à des données sans y être autorisé. Donc ça, c'est un petit peu classique. Si on se focalise vraiment très rapidement sur la problématique, ce qui change dans un projet numérique par rapport à un projet numérique classique, c'est que là, maintenant, on va avoir des objets connectés qu'on va appeler des actionneurs, qui vont faire une action. Et donc là, on comprend tout de suite que s'il y a une prise de main à distance ou une corruption de ces actionneurs, on va pouvoir faire tout de suite des actions très problématiques sur tout le territoire de la collectivité. Donc, typiquement, juste pour conclure, on est dans l'espace public, on va pouvoir, si on prend un scénario, voilà, je vous encourage à aller voir Die Hard 4, il y a une prise de main sur tout un système de feux rouges et ça conduit à un embouteillage majeur. Donc le risque, il est là. Il est vraiment sur l'actionneur, l'équipement qui va pouvoir agir sur tout le territoire connecté. On est dans un domaine public, donc on est sur un risque sur la population. Donc ça, voilà, le risque, il est tout autour de la donnée et du système. Maintenant, comment est-ce que ces risques sont exploités par les gens qui veulent du mal à nos collectivités? Et ça, je laisse la parole à Alexandre qui va nous les préciser. Bonjour à toutes et à tous, donc Alexandre Higuel. Et pour compléter ce que disait Olivier, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus d'objets connectés, alors pour remonter de l'information, mais aussi pour exécuter des actions. Tous ces objets connectés font que la surface d'attaque, donc le nombre d'objets augmentant, la surface d'attaque est de plus en plus grande. Et cette surface d'attaque étant plus grande, on a une capacité d'action finalement plus grande et on a des vecteurs d'attaque, donc le nom un peu scientifique qui s'appelle les vecteurs d'attaque, c'est la manière dont on va venir corrompre l'équipement, dont on va venir perturber le fonctionnement, à augmenter. Il y a 5 grandes catégories de vecteurs d'attaque. Il y a tout ce qui est lié à l'objet en lui-même, tout ce qui est sa nature de l'objet, tout son fonctionnement, qu'il ait été pensé ou pas avec une couche de sécurité. Il y a tout un aspect réseau de communication, donc les réseaux de support, que ce soit des réseaux publics, des réseaux privés, des réseaux maîtrisés ou pas. Il y a cette partie des objets connectés qui sont sur des réseaux qu'on va dire des réseaux locaux, et il y en a beaucoup aussi qui sont sur des réseaux non maîtrisés, des réseaux publics, dont vous pouvez ne pas avoir connaissance, typiquement à travers des télémainteneurs qui vont rajouter des équipements 4G pour assurer la télémaintenance en vous ayant ou pas informé. Il y a toute la partie système d'information qui est elle-même très
très présente, ce qui permet le pilotage, la supervision, les actions. Olivier parlait des logiciels et en effet, on s'aperçoit que les systèmes d'information peuvent avoir quelques défaillances au niveau des logiciels. Il y a la partie accès distant, comme on disait juste avant, avec les télémainteneurs. Alors, pour des bonnes ou mauvaises raisons, hein, les télémainteneurs peuvent assurer la maintenance fonctionnelle, les mises à jour et éviter finalement de se déplacer sur des périodes plus difficiles d'accès ou sur des périodes avec moins de personnel. Il y a deux gros vecteurs d'attaque très présents qui sont les plus remontés en termes d'attaque. Le premier qui est la partie périphérique externe. On ne se rend pas compte, mais aujourd'hui, on a tous l'usage d'une périphérique externe à travers des clés USB, à travers des téléphones qu'on vient brancher, à travers des disques durs, qui est l'un des vecteurs d'attaque les plus connus, les plus simples, et pour lequel on se soucie le moins de son impact. Finalement, brancher une clé USB est un acte commun. On le fait tous, mais on ne se rend pas compte de l'impact que peut avoir le branchement de cette clé USB si c'est un usage personnel, professionnel ou mixte. Est-ce que ma clé USB est protégée? Est-ce que j'ai vérifié qu'elle ne contenait pas quelque chose de malicieux? C'est vraiment cette action-là qu'il faut, et ces questions-là qu'il faut se poser. Et le dernier vecteur, qui est finalement très humain, alors on revient aux fondamentaux, mais qui est presque le plus présent, qui est le facteur humain lié peut-être à une désinformation, à un manque de sensibilisation de la part des différents intervenants, des différents collaborateurs que vous pouvez avoir. Pour corriger un peu tous ces vecteurs d'attaque, on parlera un peu après avec Olivier de Nice 2, de Cyber Résilience Act qui vont nous aider, qui vont nous accompagner à la protection, à la prise de conscience, à finalement la mise en place de systèmes de protection imposés ou choisis directement by design dans les équipements OT. On parlait des équipements en tant que tels qui doivent demain être protégés by design à la création ou à travers l'installation de solutions techniques ou d'accompagnement de sensibilisation des collaborateurs. Olivier, on peut continuer? Ok, voilà. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est que en fait, on voit différentes attaques possibles. On voit, on a vu les conséquences, les attaques, mais tous les projets n'ont pas la même sensibilité ont pas la même sensibilité, n'ont pas le même niveau de risque. Donc là, comment on va traiter en fait? Quelles sont nos recommandations? Alors moi, Artelia, on est un ingénieriste, donc on se pose des questions en se disant déjà voilà. Comment traiter ce projet de territoire connecté et durable? C'est de se dire, en gros, déjà, quel est l'existant? Quelles sont, moi je reprends ma source de données, quelles sont les données qui existent déjà dans la collectivité et quels sont les nouveaux besoins? Et une fois qu'on a identifié ces points-là, la première étape, c'est vraiment l'analyse des risques. C'est de se dire, quelles sont la source des menaces? Quels sont les événements redoutés? L'événement redouté, c'est coupure de service, vol de données, par exemple. Quelle est la vraisemblance? Et quel est l'impact? En gros, d'évaluer un petit peu la réponse qu'on va pouvoir mettre en place à tous ces risques-là. Et tout ça, c'est la phase amont du projet, ce qui peut être, qui est vraiment le point de départ, qui va permettre après, sur la consultation, de préciser ce besoin-là et de vraiment préciser que les acteurs, que ce soit les équipementiers, que ce soit les constructeurs ou le prestataire qui va venir faire l'intervention, travaillent dans cette démarche, dans une réelle démarche cybersécurité. Donc, on a cité, Alexandre a cité différentes réglementations. Il y a aussi toutes les normes ISO 27000 qui permettent d'amener un signal, d'améliorer le signal que vient amener le prestataire. Et puis, sur les équipementiers, on a déjà prononcé l'acronyme Security by Design. C'est vraiment ça. C'est de se dire, on a tout un tas d'acteurs. C'est un peu ce qui est un petit peu spécifique sur ces nouveaux projets, c'est qu'il y a une diversité d'acteurs. Des capteurs, si on parle d'objets connectés, il y a tout type de capteurs. Des startups qui se créent tous les jours des capteurs bien spécifiques. Là, on est sur quelque chose où on a énormément d'acteurs et il va falloir identifier celui qui a conçu son objet avec cette notion de security by design, c'est-à-dire que nativement, l'objet il va être capable de chiffrer des communications, ça c'est la base, mais surtout, idéalement, d'avoir des mécanismes de défense intrinsèques. Si je prends un exemple très rapide, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, quelque chose de simple, un capteur de température, actionneur, qui va pouvoir modifier la température dans un espace. Nativement, il faudrait que le capteur de température
il n'accepte pas une consigne d'une température dans une pièce à 300 degrés. Voilà, c'est des choses sur ce que j'appelle le security by design. Et puis, le dernier point qui est aussi important dans ces phases de consultation, c'est sur la partie, une fois que le projet est terminé, sur la partie exploitation de toute cette information et le risque sur l'exploitation. C'est vraiment cette notion de surveillance et de tentatives malignes et de surtout comment on va détecter tous ces signaux d'attaque. Donc, c'est vraiment des signaux faibles. Comment on va identifier, comment le prestataire à qui vous allez confier votre territoire connecté va être capable de déceler le comportement anormal de tel ou tel système. C'est vraiment l'enjeu. Dans cette consultation, ce sera vraiment de comprendre comment l'ensemble de l'écosystème de partenaires sur lequel vous allez baser votre territoire connecté va pouvoir vous donner la confiance et la certitude de travailler avec un risque résiduel minimal. Pour compléter les recommandations, on peut avoir deux visions de recommandations, les courts termes et les moyens termes. Les moyens termes liés à la réglementation, on verra un peu après qu'elle n'est pas pour tout de suite, elle n'est pas immédiate. Et finalement, comment on fait pour l'instant? Et pour l'instant, nous, il y a deux recommandations qu'on donne fortement. La première qui est de savoir ce qu'on veut sécuriser. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des systèmes hérités qui ont évolué, qui ont été ajoutés, que ce soit des anciens projets qui ont évolué, des nouveaux projets, et qu'on ne sait pas réellement ce qu'on veut sécuriser. Donc l'idée, dans un premier temps, déjà, c'est de cartographier, c'est de savoir réellement ce qu'on veut sécuriser, pour savoir comment on va s'y prendre, comment on va s'organiser, quel budget on va prévoir pour sécuriser cet environnement-là, que ce soit de la signalisation, que ce soit du chauffage urbain, du traitement de l'eau. Peu importe le système, il faut savoir ce qu'on veut sécuriser. Et vraiment, c'est la règle numéro 1, c'est de commencer par le définir. Et la deuxième règle, recommandation qui est assez simple à mettre en œuvre finalement, qui est de sensibiliser l'ensemble des collaborateurs à tout niveau. Ça peut être de la sensibilisation assez classique avec du phishing, parce qu'on voit que le vecteur humain finalement est assez présent et on peut avoir le clic facile sur la messagerie avec un impact énorme. On peut avoir de l'exercice de crise pour des CODIR, pour des execs, pour des responsables de service qui va leur permettre d'anticiper une potentielle attaque et savoir comment finalement assurer la continuité de service si une attaque fait face. On parle souvent de PRA, PCA, donc plan de reprise d'activité, plan de continuité d'activité. Dans votre cas ou dans le cas des hôpitaux, on ne parle pas de reprise d'activité, on essaie de parler plutôt de continuité d'activité. Et tout ça, ça se travaille, ça s'anticipe, ça se répète. Donc vraiment, les deux recommandations, c'est savoir ce qu'on veut protéger et finalement sensibiliser les collaborateurs à différents niveaux, à avoir les bonnes pratiques ou les bons réflexes en cas d'attaque. Ça, c'est très court terme, c'est assez facile à mettre en œuvre et ça apporte déjà un premier niveau de sécurité parce qu'on se rend compte que si les collaborateurs ont le clic un peu moins facile, on réduit la surface d'attaque. Et les deuxièmes recommandations pour demain, à travers Cyber Resilience Act ou à travers NIS 2, ça va être de choisir vos fournisseurs, de pouvoir leur imposer ce que vous avez, vous, fournisseurs, mis en place les bonnes pratiques liées à NIS 2. Est-ce que vous avez sensibilisé vos collaborateurs? Est-ce que vos systèmes sont sécurisés? Est-ce que, by design, vous avez amené de la sécurité nativement dans vos équipements? Donc, à moyen terme, ça va être ça. Moyen terme, c'est entre 2 et 5 ans. Hein. Donc, c'est pas si loin que ça, le temps que ça se mette en ordre de marche. Et c'est vraiment les recommandations à suivre. C'est je sais ce que je veux sécuriser, je sensibilise et demain, je choisis mes partenaires en fonction de la réglementation, s'ils l'ont bien appliquée et respectée. Je vous remercie tous les deux pour cette présentation extrêmement claire sur les enjeux méthodologiques. Nous allons passer au retour d'expérience de Pierre Brice. Nous allons voir comment, sur place, sur des projets qui sont en fonctionnement aujourd'hui, comment ça se met en place tout ça. Donc, bonjour Pierre Brice. Et ma première question, déjà, avant de rentrer directement sur le sujet de la cybersécurité, c'était déjà comprendre, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots ce que fait Montpellier Métropole Méditerranée sur le sujet des projets territoires connectés durables, pour nous donner un petit peu le cadre de départ? Oui, bien sûr, avec plaisir, Agnès. J'ai chaud.
Non, pas aujourd'hui, pas jamais le vendredi, Agnès, je suis désolé. Oui, donc un tour d'horizon des usages aujourd'hui, des principaux, et on en a tous les jours de nouveaux, et on verra aussi comment on peut les gérer. Dessus, et pour répondre, et merci à Olivier et à Alexandre, et merci à Infranum pour la fiche que je trouve très complète, hein, sur ce problème de cybersécurité. On est toujours sur des tests de capteurs avant de passer en production. Donc, vous voyez, chaque fois que passer du POC à l'échelle, on prend toujours le temps un temps d'attente, de tester un nouveau capteur, un nouvel objet, voir un peu comment il réagit, et si on peut, ce que disait Olivier tout à l'heure, est-ce que la sécurité a bien été vue dès le départ? Et si dans une salle de musée, je me permets de faire monter une température à 400 degrés, les œuvres, on risque d'en souffrir un peu. Donc, on est sur tout un tas de données et de captage de données aujourd'hui sur l'ensemble du territoire qui correspondent à nos missions et qui sont aussi là pour évaluer nos politiques publiques et pour voir comment s'appliquent et comment les usagers appliquent et réagissent aux politiques publiques qui sont menées. Donc, on a énormément. Notre premier client, évidemment, c'est la Régie des eaux, parce que on est à plus de 8500 aujourd'hui compteurs connectés sur le territoire. On en a un peu plus de 14 000 aujourd'hui. Hier, j'ai regardé le chiffre hier, que j'ai mis à jour d'ailleurs. Donc on est essentiellement aujourd'hui sur le compteur d'eau, mais comme on a un besoin de couverture, on a notre propre réseau LoRa aujourd'hui privé déployé sur le territoire. Évidemment, quand je vais chercher le compteur d'eau de chaque usager, je vais inonder l'ensemble du territoire pour l'ensemble des usages que je peux avoir. Et donc du coup, on est sur des stationnement, PMR et aire de livraison. On est sur du, PAV vert, et donc le taux de remplissage avec des tournées intelligentes qui ne vont chercher que les PAV qui sont à vider, des cartographies îlots de chaleur. Il y en a une grosse expérimentation, 2 gros trucs, alors qui sont plus de l'expérimentation, mais 2 gros enjeux aujourd'hui sur les écoles, qualité de l'air interne et externe des groupes scolaires de Montpellier et de la métropole. Et sur les musées, on est aujourd'hui sur la conservation des œuvres, puisque maintenant que, maintenant que les musées s'échangent les œuvres, ils veulent savoir durant le transport si elles sont bien protégées, et une fois elles sont exposées, si on respecte bien l'hydrométrie, la température et ainsi de suite de chaque salle. Donc on est obligé de mesurer, et deux, de leur laisser la preuve que ça a été bien mesuré et que les œuvres ont été respectées. Donc voilà un peu notre champ d'application aujourd'hui sur le territoire. J'ai répondu, Agnès. Alors, un mot sur la plateforme. Donc du coup, comme je le disais, on est donc sur un réseau privé qu'on a développé en interne chez nous. Alors avec un acteur qui est membre d'Infranum, qui est Sinox, hein, évidemment, un partenaire local qui nous a énormément aidé depuis le départ. Enfin, en tout cas moi, depuis le départ. On a presque démarré ensemble sur l'IoT, donc ça nous a rendu service des deux côtés. Donc, de la captation de la donnée, du transport, du stockage, du traitement et de la remise à disposition de données. Juste une brique Fireware pour l'exposition de données avec une plateforme open data, avec un API manager derrière. Et puis tout ce qui est au milieu, ben, on s'applique après à tout faire vivre et à tout rendre fonctionnel le plus longtemps possible. Tous ces choses-là, évidemment, donnent lieu à des vecteurs d'attaque de plus nombreux. On est habitué, nous, à avoir des plateformes de gestion, alors de données ou autres, des données publiques, quoi qu'il en soit, et des données personnelles. Donc, on s'attache beaucoup à ce genre de choses, et notamment nos serveurs. Et puis, ce qui nous manquait comme brique au départ, c'était toute cette brique transport de données radio qui était un peu nouveau pour nous, enfin un peu, qui était complètement nouveau pour nous. Et là, il a fallu expérimenter un peu tout ça. Et donc du coup d'entrée, qu'on a commencé à mettre en œuvre ce réseau privé, on a immédiatement, alors, et en partenariat avec mon prestataire de plateforme qui était déjà Sinox, on a été de suite voir la sécurité et des plateformes et nos antennes et de certains capteurs qui allaient être déployés en masse pour voir si on n'avait pas à avoir de soucis à ce niveau-là. Est-ce que, Agnès, tu peux avancer ou
voilà. Et juste un point sur un événement cyber qu'on a fait cette année, où on a fait, en fait, on avait un événement cyber avec des jeunes étudiants et on leur a laissé la possibilité, on a monté un réseau dédié à l'événement et on leur a laissé 3 vecteurs d'attaque en fait. Un vecteur d'attaque sur les capteurs, un vecteur d'attaque dans la transmission de la donnée et sur la gateway derrière. Dans un temps où on leur expliquait avec une maquette de la Smart City ce qu'on fait, comment on fait aujourd'hui et comment on remonte les données. Et après, on les a challengés de 10h du matin à 18h pour qu'ils essayent de. Le but du jeu, celui qui gagnait, c'était celui justement qui nous affichait une température de 300 degrés. Ils n'ont pas réussi. Ils ont même, ils m'ont cassé tous les capteurs, mais ils n'ont pas réussi. Donc, ils ont été jusqu'à démonter les capteurs pour voir s'ils avaient une porte d'accès sur le capteur en lui-même. Tout ce qu'ils ont réussi à faire, et ce que disait Catherine Gabé dans le fil de conversation tout à l'heure, ils ont réussi à reproduire par contre le flux de données. Donc, ils n'ont pas réussi à le décoder, forcément, parce que c'est crypté de bout en bout, ils n'ont pas réussi à décrypter tout ça, mais ils ont réussi à reproduire ce signal et à le renvoyer en masse. Donc ça, c'était bien d'ailleurs, parce que on en parle beaucoup et on sait les menaces qui pèsent sur nos réseaux et ce genre d'attaque. Par contre, c'était bien qu'ils nous le démontrent assez facilement. Bon, il y avait du matériel, c'est du matériel grand public, enfin grand public qu'on peut se procurer assez facilement, sur lesquels ils ont pu attaquer. On leur avait fourni, hein, on avait été gentils, on leur avait fourni certains matériels pour qu'ils puissent avoir ces vecteurs d'attaque. Du coup, nous, ça nous a permis de, voir que le signal, il peut être reproductible. Par contre, les numéros de séquence des objets ne changent pas. Donc, on sait déjà qu'on peut lutter contre ça. Et sur des données beaucoup plus sensibles pour nous par rapport aux territoires connectés, qui sont par exemple des capteurs d'eau en cas d'inondation, ce genre de choses, on a toujours la double techno. Donc, si il se pourrait que, ou en tout cas, il se pouvait que nos capteurs et nos antennes LoRa soient indisponibles ou soient victimes d'attaques, on basculerait sur d'autres réseaux pour remonter de la donnée. Mais voilà. Mais c'est des choses à garder et c'est pour ça que dans ce sens, la fiche est bien faite. C'est que il faut se préparer à chaque fois. C'est vrai que ça nous ouvre beaucoup plus d'acteurs aujourd'hui qu'on avait jusqu'auparavant. Il ne faut pas non plus ce qu'on fait sur la cybersécu aujourd'hui sur nos systèmes, on le reproduit pratiquement l'identique. Ce qui nous change, c'est le nombre d'acteurs et prendre le temps aussi. On le fait, hein, quand on fait un appel d'offres aujourd'hui, une consultation, on a toute une clause sur la cybersécu qui est aussi analyser des logiciels. On fait aujourd'hui la même chose sur du capteur et sur l'objet. On va aller regarder de plus près ce qui se passe et on va le tester avant de le mettre sur le territoire, évidemment. Voilà. Alors, je peux bien mieux vous accompagner avec le micro allumé et je vais en profiter pour revenir à la slide précédente parce qu'effectivement, concernant ces simulations d'attaque, Oui. Justement, vous m'en aviez parlé et peut-être revenir sur cette architecture qui est quand même à la fois simplifiée et complexe. Donc finalement, ce sujet de la cybersécurité, vous l'avez abordé à travers la plateforme de gestion du réseau privé tout de suite dès le début. Quelles autres actions mettez-vous en place également pour assurer cette cybersécurité au quotidien? Alors, des pentests réguliers, hein, des tests d'intrusion réguliers pour nous permettre de savoir si on est toujours. Déjà, passer les mises à jour, hein, ne pas hésiter, avoir des alertes là-dessus, avoir une société 24/24 qui assure notre SOC et tout notre réseau cyber, donc et notre surveillance, donc ne pas hésiter, enfin, avec des prises d'alarme et des réseaux qui peuvent être suspendus en cas de doute. Donc ça, c'est le minimum qu'on se doit. Et ensuite, c'est régulièrement d'aller faire des tests sur de l'intrusion. De la sensibilisation, on en fait régulièrement. On a fait un test, et je rebondis ce que disaient les deux intervenants d'avant. On a fait un test de phishing cette semaine et on est à 0,5% de réponses positives au phishing. On n'avait jamais vu ce score. On est super fiers. Et bon, alors, mais c'est peut-être un exploit où il faisait trop froid, les Montpelliérains n'ont pas souhaité cliquer. Il y a une raison autre, parce que 0,5%, j'avais jamais vu ce chiffre de réponse à une attaque.
Et Mais non, je suis super content parce que bien, c'est pas la première évidemment campagne qu'on fait, mais que s'ils commencent à comprendre. Alors, en plus, on a un bouton aujourd'hui, un alert phishing sur notre messagerie, donc on voit que en fait, les gens tombent plus de moins en moins dans le panneau et c'est bien quoi. Je suis d'accord. content. Parce que la fraude évidemment est dans le monde et professionnel et privé de plus en plus énorme, donc c'est bien qu'ils soient sensibilisés là-dessus. Voilà Agnès. Très bien, merci. Et une petite DER pour la route avant de Oui. laisser avant de regarder les questions. Pour vous, si on regarde toute cette chaîne, quel est le maillon le plus à risque? Est-ce que c'est plus l'équipement? Est-ce que c'est plus la radio? Est-ce que c'est plus le serveur? Où est-ce que vous identifiez ouais, les éléments les plus où il faut faire particulièrement attention? Alors, naturellement, en tant qu'informaticien, je me méfie énormément des vulnérabilités sur mes plateformes et sur mes serveurs, avec des Oui. éditeurs, des fois, bon. Et voilà, donc ça, c'est inné, c'est instinctif. Aujourd'hui, il faut pas oublier quand même qu'on a des objets qui sont sur le territoire, qui sont isolés, hein. On utilise du réseau LoRa. Alors, à chaque usage, c'est technologie, mais le réseau LoRa, c'est souvent pour aller remonter des données qui sont sur des zones très éloignées d'un centre urbain où on pourrait avoir d'autres moyens de remonter de la donnée. Et donc, du coup, ils sont isolés complètement dans la nature et ils sont libres d'accès par n'importe qui. Ils ne sont pas sous haute surveillance. Donc, c'est vrai qu'il faut faire attention aussi. Ils ont tout accès pour démonter un capteur et essayer de voir ce qu'il y a dedans, essayer de toucher à tout ça. Donc, c'est vrai que les deux aujourd'hui, les deux vecteurs, en tout cas, toute la chaîne est sensible à tout ça. Donc, il faut faire attention, il faut rester vigilant. Moi, enfin, je le dis à mes équipes, et aujourd'hui, le projet de Montpellier, si on se fait hacker des données ou si, par exemple, toutes les données de consommation d'eau de Montpellierin apparaissent sur un fichier, c'est le projet, il est mort pour au moins 5 ans, quoi. On a perd la crédibilité de Mmh. l'usager pendant 5 ans, ce qui veut dire que le projet est arrêté et ça va être dur. Aujourd'hui, on sait sur la première année où on a mis les compteurs d'eau connectés sur les groupes scolaires, on a fait une économie de 40 000 mètres cubes d'eau, ce qui est énorme pour nous. Et du coup, ce qui montre tout l'avantage de pouvoir remonter cette donnée, de la traiter en temps réel et de la traiter le plus rapidement possible. Si on se bloque ce moyen-là, ben, c'est toute cette économie et en ressources et financière qu'on va perdre. Donc, être encore plus vigilant, je dirais, du coup. Toujours Oui, plus vigilant, oui. quoi qu'il en soit. Oui. Pour le plaisir, je remets la slide avec le hackathon. Mmh. Parce qu'elle est tout à fait, elle est tout à fait rassurante, je dirais, sur le fait que effectivement, ce qui est nouveau, c'est le domaine d'application et c'est ce que vous venez de dire, ce sont des nouveaux services, il y a des gains importants, mais le risque est énorme en cas de perception, d'attaque. Et allez, pour conclure, mais je pense qu'on y a répondu tout au long de cette présentation, qu'est-ce que ça change par rapport à un projet numérique classique? Et vous l'avez bien illustré, d'abord le champ d'application et le fait que, voilà, en cas d'attaque, ça peut toucher les habitants directement. Est-ce qu'on oublie quelque chose par rapport, qu'est-ce que vous diriez tout simplement? Non, non, après, oui, après, aujourd'hui, c'est donné. Bah, après, il y a aussi un risque que par nos plateformes, d'objets connectés, eh ben, ils remontent jusqu'à notre SI, hein. Ils passent par une porte dérobée, qui est aujourd'hui, Oui, sur notre SI. Donc il faut aussi, bah, c'est pour ça qu'on est vigilant là-dessus aussi, hein, ça fait partie de notre SI entièrement. Donc on le surveille comme une autre brique de notre SI. Mais je dirais que c'est surtout, que l'usager, on pourrait le perturber, enfin, ça pourrait être contre-productif malheureusement pour nous, évidemment en premier oui, lieu, mais surtout pour le service à l'usager. Aujourd'hui, on est là pour rendre un meilleur service à l'usager avec des objets, avec du temps réel, pour répondre au mieux aux exigences et aux besoins des usagers. Et si on se coupe ce moyen-là, ben, malheureusement le service va baisser. Voilà. Donc ça, ce oui. sera préjudiciable pour les usagers. Merci beaucoup pour cette Ben, présentation très claire. Et nous allons observer les questions, s'il y en a. Je regarde un instant. Alors, nous avions déjà une première remarque, le temps que cela s'affiche. Donc, une première remarque sur le sujet des ondes.
de Catherine Gabé à NFR, effectivement. Donc, plus une remarque qu'une question. Effectivement, la question du brouillage, qui peut être effectivement une menace tout à fait réelle et qu'elle observe au quotidien. D'ailleurs, des présentations sont faites régulièrement et des formations sont faites régulièrement sur ce sujet. Donc, je vous invite à lire et à regarder le lien qui est proposé dans la messagerie. Nous avons plusieurs liens. Je poursuis. Alors, Luc Deriano pose cette question. Quelles normes, quels standards dans les CCTP pour anticiper les risques? Est-ce que l'un de vous veut se lancer ou donner quelques éléments de réponse? Moi, je veux bien commencer, peut-être qu'Alexandre complétera. On a cité deux directives européennes qui se traduisent en droit français, qui vont amener justement tout un tas on va dire, de contraintes pour les différents acteurs du projet de territoire connecté. On a parlé de NIS 2, qui est vraiment là une obligation côté collectivité. En fonction de la taille, il y aura plus ou moins de contraintes. Mais les collectivités devront appliquer cette gestion de la cybersécurité. Et puis après, il y a le CRA, le Cyber Resilience Act, lui qui va obliger les équipementiers, les constructeurs, les éditeurs de logiciels à gérer la cybersécurité tout au long du cycle de vie de leurs produits. C'est-à-dire pas seulement mettre un objet sur le marché et puis ensuite ne plus maintenir le code et puis laisser des failles de sécurité, donc ces fameuses vulnérabilités, ouvertes et accessibles à n'importe qui. Donc c'est vraiment ces deux points. Et puis après, il y a toute la méthodologie pour le prestataire, lui qui va pouvoir intervenir, soit pour stocker les données, soit pour intégrer tous ces systèmes. Et là, on parle des règles, des normes qui existent déjà, l'ISO 27001, qui est une gestion de la sécurité, qui va pouvoir prouver que les données sont traitées avec des processus qui garantissent le fameux en cybersécurité DICT, disponibilité, intégrité, j'ai perdu le dernier, et confidentialité et traçabilité. Voilà un petit peu le champ. Mais c'est vrai qu'on reste sur quand même des bonnes pratiques de l'ANSSI, donc l'Agence nationale de sécurité et des systèmes d'information. On reste sur une analyse de risque et de la gestion du risque classique. Et pour compléter ce que dit Olivier, pour bien comprendre l'enjeu de NIS 2, en 2 chiffres, on passe de 7 à 17 secteurs d'activité. Donc, toutes les activités qui n'étaient pas concernées le seront demain. Et un autre chiffre qui est NIS 2 va s'appliquer aux organisations à partir de 50 collaborateurs. Donc, on se rend compte que finalement, tout le monde, ou beaucoup d'entreprises, on estime entre 10 et 20 000 le nombre d'entreprises qui vont être dans l'obligation de se conformer à NIS 2. Et dans les CCTP, je pense que ça a sa place de s'assurer qu'un fournisseur se soit mis en ordre de marche par rapport à NIS 2. Et après, il y a l'IEC 62443, qui est une norme liée aux environnements industriels sur lequel on peut aussi s'appuyer. Là, c'est vraiment propre aux industriels. Il y a des IEC 6243-quelque chose propre à la cybersécurité. Et on peut aussi s'y référencer pour s'assurer que l'industriel, au sens large, il est aussi sensible à la cybersécurité. Merci à vous deux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a un commentaire. Rappel de l'actionneur. De la notion d'actionneur en parallèle de celle du capteur, plus souvent utilisée dans les schémas d'organisation numérique. Comme vous l'avez très bien dit, ces actionnaires possèdent leurs propres besoins en termes de latence, de garantie d'ordre transmis, de mise à jour logicielle et de cyber, où on retrouve, il me semble, l'importance pour chaque objet connecté, dont pilotage métier, d'essayer de rechercher systématiquement le bon réseau pour le bon usage. À ce titre, les schémas présentés par Pierre sont tout à fait intéressants et globalisants. Très bien, très bien. Dites-moi si vous voulez parler à l'oral, potentiellement vous réactivez votre micro. Et une question peut-être à nouveau de Luc Deriano. Pierre Brice, pour des communes plus petites que votre métropole, vers qui se tourner pour être au bon niveau cyber? L'ANSSI, la cybermalveillance, CLUSIR, le CIRT, syndicat informatique, le SMO ou la structure de mutualisation, PSN, SMO? Oui. Alors, toute une question. On anime un groupe de travail sur la cybersécurité au niveau de la métropole et du coup, les plus petites communes bénéficient de nos retours. On a même on a lancé ça l'année dernière
On a même été audité, pour ceux qui le souhaitaient, auditer le RSI. Donc, on avait un petit challenge avec des jeunes étudiants d'ailleurs, qui malheureusement, et on en discuté ce matin avec Olivier et Alexandre, nous ont quittés pour d'autres entreprises. Mais en tout cas, on leur propose, on leur propose aujourd'hui de faire un peu de pentest, aller chez eux, leur expliquer, les sensibiliser. Parce que une petite collectivité, c'est le mot de passe administrateur, mais il n'y en a pas, ou il y en a un qui est en 5 lettres, et, euh, et tout le monde a le même, et ils ont tous les droits admin sur Active Directory. Enfin bon, voilà. Malheureusement, c'est du normal, enfin, je dirais presque du normal, ce qu'on ne veut pas dire, mais. Et donc, du coup, voilà, donc on les sensibilise, donc on va là-dessus. Après, on a un CCIRT aujourd'hui, donc ils ont ce numéro-là, mais ils ont, bon, et nous, on a ce rôle qui est important parce que on échange avec eux, on échange beaucoup, et donc, du coup, ça peut être un des maillons d'attaque. Donc, forcément, nos communes, on est obligé de les sensibiliser, leur faire comprendre que la sécurité de c'est du global aujourd'hui, et donc il faut qu'on se fasse attention. Je voudrais juste rajouter une chose qu'on n'a pas citée non plus sur la fuite de données. Attention, parce que ça arrive, enfin c'est plus qu'arrivé, c'est présent. On a beaucoup d'IA aujourd'hui qui sont sur nos objets, sur nos systèmes, entre les objets et nos plateformes pour faire de la mesure, du comptage. Attention à ces IA, ça fait partie d'un élément de sécurité, notamment de protection de données, puisqu'on ne sait pas où elles sont stockées, on ne connaît pas forcément leurs liens, donc attention à bien vérifier tout ça avant de mettre tout ça en œuvre, quoi. Et je parle sous l'autorité d'Audrey, évidemment, qui ne me contredira pas sur la fuite de données que ça peut être, qui peut avoir très rapidement si on ne contrôle pas tout ça. Merci. Écoutez, si vous avez d'autres remarques, d'autres questions, c'est le moment. Sinon, on va bientôt clore cette séquence. Ou est-ce que entre nos participants, entre nos intervenants, est-ce que vous avez vous-même des questions, des éléments qui vous ont interpellé? C'est également le moment. Je trouve intéressant de voir qu'avec le sujet effectivement de la médiation, ou le sujet de la mutualisation, tout le monde se trouve connecté en fait, et donc effectivement tout le monde est concerné. Tout à fait. Excuse-moi, Olivier. Vas-y. Pour rebondir sur ce que disait Brice, il faut pas se dire que parce que je suis protégé, je ne risque rien. Malheureusement, il y a ce qu'on appelle les mouvements latéraux qui vont se déplacer d'une commune à une autre, d'un environnement à un autre. Et finalement, c'est vraiment un travail collaboratif à faire à grande échelle pour sensibiliser, pour assurer la prise de conscience, pour accompagner sur la mise en œuvre des systèmes de sécurité, parce que on s'en rend pas compte, mais la connexion est présente partout. C'est à beaucoup de côtés positifs pour gagner du temps, pour optimiser, pour réduire les coûts, mais ça a une contrainte, c'est que d'un point A, on peut aller à un point Z sans forcément passer par le point B. On peut rebondir sur le point C et ainsi de suite. On peut y aller très très rapidement. Donc attention au maillage, attention à s'assurer des interconnexions entre les systèmes, entre les partenaires. C'est vraiment de là que peut venir le danger. Moi, sur la conclusion, en fait, je voudrais attirer l'attention sur l'impact en fait, de tout ce qu'on a dit et ce qui a été fait sur Montpellier. On a vu que les objets connectés, donc ces capteurs, ils sont dans la nature, ils sont au niveau du public. Donc tout le monde peut y accéder. Alors on peut physiquement gérer l'accès, mais à un moment donné, tout le monde peut y accéder. Et donc, quand on dit security by design, on a parlé de logiciel, où on va au niveau du produit qui va pouvoir gérer des limites dans ses consignes, mais surtout, c'est dans sa conception. C'est-à-dire que si je prends un objet connecté, c'est une carte électronique. Cette carte électronique, si j'ai pris une carte standard, je vais avoir des ports de communication. Et c'est ce que les jeunes ont testé dans le hackathon. Ils ont essayé de se connecter sur ces ports de communication. Quelque chose qui est security by design, c'est-à-dire que la carte va être créée, conçue juste pour ce but, et tous ces ports de communication vont être inexistants. Donc, ce qui veut dire que c'est du spécifique. Donc, forcément, et ça sera ma conclusion, le coût d'un objet security by design va être plus cher qu'un objet classique. Donc, dans un appel d'offres, c'est très important, parce que si on pondère la note sur le prix, on va peut-être amener vers des produits qui sont non security by design ou security by design à minima. Et c'est là où on amène un niveau de risque. Donc, c'est le territoire connecté,
C'est moins vrai dans l'entreprise parce que les connecteurs peuvent être protégés avec du contrôle d'accès. Là, on est sur un environnement public. Donc, attention à ça et accepter le surcoût dû à la sécurité. L'analyse de risque au préalable permettra de situer l'investissement entre quelque chose qui est au niveau acceptable par rapport à la taille de la communauté, à la collectivité, bien sûr. Je vous remercie pour ces conclusions et c'est effectivement intéressant de noter la question du coût et le fait que dès le cahier des charges, dès le début de l'expérimentation, on peut observer beaucoup de choses et effectivement vérifier ce cyber by design. Ce que je trouve rassurant, c'est de voir que c'est pas forcément nouveau par rapport à un projet dans la méthodologie, pas nécessairement nouveau dans la méthodologie. Et le cas de Montpellier Métropole Méditerranée nous le montre avec 14 000 capteurs et ça se déroule très bien. Et même avec une armée d'étudiants, on voit bien que c'est tout à fait robuste et donc on peut se lancer sereinement, mais en revanche méthodiquement. Voilà. Écoutez, je vous remercie. Je remercie nos intervenants, Pierre Brice, Alexandre Rigel, Olivier Lacati, Audrey Morel. Je vous remercie pour ces... une dernière. Allez, Luc, il a le droit. On peut essayer. Allez, la petite dernière. Quel surcoût sur capteur? Et attention, un capteur plus cher n'est pas forcément sécurisé. Et attention au ROI du projet du coup. C'est toute la question de ce amont, de la phase avant du projet, de se poser des questions sur voilà, quels sont les critères qui vont me permettre d'évaluer mon prestataire. Et c'est vrai, si je vends mon produit beaucoup plus cher, ça ne veut pas dire qu'il est de meilleure qualité, ça ne veut pas dire qu'il est de... Donc, il y a tout un tas de signaux qu'il va falloir identifier dans la réponse à un appel d'offres. Le prix est une des composantes, mais toute la démarche, tout ce qu'on a dit, les réglementations, ce sont toutes des petits éléments de preuve qui vont faire qu'on amène un niveau de confiance avec le prestataire qui va répondre. Ce que j'essaye avec les clients avec qui on travaille, ce qu'on essaie de dire, c'est de basculer d'un mode client-fournisseur à un mode partenaire. Je crois que Alexandre l'a cité plusieurs fois, les partenaires avec lesquels on intervient, il faut travailler dans ce tissu de confiance. La cybersécurité, c'est aussi ça, se dire que j'ai des gens avec qui j'ai une relation de long terme et qui régulièrement m'amènent une transparence sur leurs activités, sur la façon dont ils gèrent ce risque. Et c'est aussi ça qui permet de gérer ce fameux ROI sur le projet parce qu'on va investir, mais en étant sûr on n'est jamais certain, mais en étant le plus sûr possible qu'on fait le meilleur choix et le meilleur rapport sécurité-prix. Merci à vous tous. Et cette fois-ci, je vous libère. Je vous remercie pour cette belle séquence.